Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour 2 heures de direct, 2 heures d'échange, 2 heures pour se sentir reliés les uns aux autres et solidaires aussi, puisque si un témoignage vous touche, si vous vous retrouvez dans une histoire, vous pouvez à tout moment apporter votre soutien, nous dire comment vous avez surmonté telle ou telle difficulté. Alors pour vous confier, pour réagir à une histoire, la ligne est ouverte jusqu'à 1h au 39 21. Vous y serez chaleureusement accueillis par Assiba et Julie avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous pouvez également participer en nous envoyant vos courriels sur le site europe1.fr ou vos textos au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis un peu stressée, donc j'espère que ça se voit pas, mais... Ça ne se voit pas, ça peut s'entendre éventuellement. Mais voilà. Pour le moment, tout va bien, je vous rassure. Alors vous nous appelez parce que vous faites des soucis au niveau de vos études. Oui. Vous êtes en terminale. Voilà, donc j'ai 22 ans, c'est un peu tard pour faire une terminale, mais je suis en terminale effectivement. Je suis pas dans une terminale générale, je suis en terminale STL, sciences et techniques de laboratoire. Et je m'inquiète parce que chaque soir quand je rentre, je suis totalement démotivée. Oui, pour quelle raison ? Je ne sais pas, peut-être à cause du fait des notes, des sales notes en général, parce qu'elles sont pas forcément très très brillantes que j'ai dans la journée. Et puis je rentre. Bon, je rentre forcément tard, parce que des fois je peux rentrer jusqu'à 6h. Et pourquoi vous rentrez tard ? Parce que vous avez des cours qui se terminent très tard. Oui. D'accord. Et donc le soir... quand je vois mes notes, je me dis, mais Marie, bouge-toi, faudrait que tu te bouges, faudrait que tu travailles un peu plus. Et oui. Le soir, je rentre chez moi, je suis totalement démotivée. J'ouvre mon agenda, je me dis, oh merde, j'ai ça à faire. Et j'ai plus aucune force de le faire. Et je sais plus quoi faire, quoi, parce que ça me pourrit mes études, quoi. Enfin, c'est l'année la plus importante et oui. Je peux pas rester comme ça toute l'année, quoi. Oui, c'est-à-dire que le fait d'avoir des notes peut-être en dessous de la moyenne fait que vous n'arrivez même pas à vous mettre au travail. Ça vous déprime, ça vous décourage. Oui. Ça vous fait perdre confiance en vous. Oui, totalement. Donc, pour tout dire, je crois que j'ai pas la moyenne dans les notes, dans les matières qui sont importantes. Donc, c'est-à-dire physique, chimie, maths, j'ai pas la moyenne, sauf en TP où je dois avoir 1 ou 2 notes au-dessus de la moyenne. Oui. Et j'ai la moyenne en anglais et en philo. Bon. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe parce que vous avez la moyenne en TP. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les cours ? Je ne sais pas. Je sais que je bosse peut-être pas assez, mais je sais pas quoi faire, quoi. Soit je bosse mal et donc je retiens pas, soit je bosse pas assez et je retiens pas non plus, enfin je sais pas. Oui. Est-ce que vous aimez déjà ce que vous faites ? Parce que vous avez commencé en me disant que vous avez 22 ans et que c'est tard pour être en terminale. Donc ça veut dire que vous avez une scolarité déjà un peu chaotique jusqu'à présent, avec peut-être une orientation, déjà des cycles d'orientation un peu particuliers où vous avez peut-être un moment arrêté, repris. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui fait effectivement que vous soyez à 22 ans en terminale ? Comment ça s'est passé pour vous jusque-là, la scolarité, Marie ? J'ai redoublé le CE1. Le CE1, oui. Pour des raisons de lenteur. Oui. Ensuite, à ma sortie de 3e, j'ai fait un BEP. Oui. Là, c'est un problème d'orientation, je pense, parce que je sais pas trop, mais... Et puis après, à la sortie de mon BEP, je suis partie vers le bac.
un bac technologique, donc le bac STL. Et là, j'ai redoublé ma seconde Oui. et j'ai redoublé ma première. Redoubler, d'accord. La seconde et redoubler la première. Oui. D'accord. Mais est-ce que là, ce que vous faites vous plaît? Oui. C'est vous qui avez choisi? Oui. Vous savez ce que vous avez envie de faire, ce que vous voulez faire après? Oui. Vous voulez faire quoi? Technicienne de laboratoire. Technicienne de laboratoire. D'accord. Bon. Vous faites des stages? J'en ai fait un en première. Oui. J'en ai pas cette année parce que j'ai le bac à la fin de l'année, mais sinon j'en ai fait un en première. Oui. Et j'en ai fait un en BEP. D'accord. Bon. Comment ça se passe avec les professeurs? Je m'énerve très facilement contre eux. Pour quelle raison? Pour moi, si le fait que j'ai une mauvaise note, ça vient d'eux en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que... Par exemple, cet après-midi, j'ai eu un 6 en physique. Oui. Et je me suis dit, oui, c'est de la faute du prof. Il n'avait pas qu'à nous mettre 30 formules au tableau sans les expliquer. Et 35 quoi? J'ai pas compris. 30 formules Oui. au tableau sans les expliquer, sans dire à quoi ça sert, les expliquer, quoi. Mais est-ce que vous lui posez des questions? Est-ce que vous dites que peut-être, justement, lorsqu'il met ses formules au tableau, que ça va trop vite, ou que est-ce que vous lui demandez de dire que vous n'avez pas compris? Est-ce que quand il vous fait cours, vous osez de dire que vous n'avez pas compris, qu'il répète? Oui, des fois ça m'arrive, mais des fois non, parce qu'il va me dire oui, mais c'est des trucs c'est des lacunes de troisième que vous avez, D'accord, donc dans certains cas, il dit que ça devrait déjà, que ce sont des connaissances qui devraient être acquises. Voilà. Bon, dans ces cas-là, il n'est pas responsable. Non, Hein? c'est moi la responsable, c'est sûr. La responsable, je ne sais pas, c'est pas forcément ces termes-là. En tout cas, c'est des acquisitions qui n'ont pas été faites à ce moment-là, qui peuvent se rattraper. Mais c'est vrai qu'il ne peut pas, le professeur, faire cours que pour vous. Non, ça, il a c'est une sûr. classe. C'est-à-dire, après, il peut se remettre en question dans son enseignement, dans la transmission, dans sa pédagogie, si toute la classe ne suit pas. Oui. C'est-à-dire si effectivement, lorsqu'il y a un contrôle, qu'il n'y a que des notes en dessous de la moyenne. Là, il pourrait se dire effectivement, je suis allé trop vite, je suis passé à côté. Si la majorité de la classe arrive à suivre, bon, c'est pas lui qui est à remettre en question, même si vous êtes en colère. Mais c'est une façon de dire, plutôt que d'être en colère après vous-même, vous mettez en colère après le professeur. Oui. Hein? Comment réagissent vos parents? Je sais pas trop parce que je n'en ai pas forcément parlé et qu'ils vont me dire que je bosse pour moi et que je bosse pas pour eux, quoi. Enfin, que le bac, il faut que je l'ai moi et pas eux. Vous voulez dire qu'ils Eux, vous ils- mettent pas la pression? Je sais pas. Enfin, je sais pas comment je sais pas, je le ressens pas. Vous le ressentez pas comme ça? C'est-à-dire que non. vous sentez peut-être pas assez soutenu? Je sais pas trop, ouais, peut-être. Quand vous dites ça, c'est parce que on pourrait l'entendre quand vos parents vous disent que vous travaillez pour vous et pas pour eux, que le bac vous l'obtenez pour vous et pas pour eux. On pourrait dire il y a un aspect positif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là à travailler pour leur faire plaisir ou à obtenir votre bac pour leur faire plaisir. Donc moi je l'interprétais dans ce sens-là en me disant bon, ce sont des parents qui ne mettent pas trop la pression. Mais vous, j'ai senti un peu comme si mais je peux me tromper, comme si vous étiez un peu désappointé. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ne vous soutiennent pas assez? Est-ce que vous aimeriez être davantage encouragé? Oui. 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 Alors, est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous songez, est-ce que vous pourriez songer à leur en parler? Non. Pourquoi? Parce qu'ils vont me dire que je me fais des idées, que je devrais aller voir quelqu'un et que c'est pas eux de régler ça et que... Quelqu'un, c'est-à-dire?
Un spécialiste, un psychiatre, un psychologue. Ah mais c'est-à-dire que là, il y a deux choses. Ils ont aussi un rôle en tant que parents. Oui. En tant que parent, vous pouvez aussi ressentir le besoin d'être encouragés, qu'ils vous font confiance et qu'ils sont à vos côtés pour dire justement dans ces moments de découragement, quand vous revenez, que vous avez des notes inférieures à la moyenne, de dire de ne pas baisser les bras et que ce n'est pas pour autant que l'année est fichue et que vous n'aurez pas votre bac. Parce que vous vous rendez compte, on n'est qu'en novembre, Marie. Oui. Donc au contraire, ça voudrait dire qu'il y aurait lieu de travailler sur vos points faibles, sur ces matières où il y a des lacunes. Oui. C'est ce que dit d'ailleurs Brigitte qui envoie un petit SMS en disant il y aurait peut-être la possibilité d'avoir des cours particuliers dans certaines matières. Elle ajoute ça coûte cher évidemment, mais bon, ça vaut peut-être la peine. Ça vaut même certainement la peine, non ? Vous voyez, alors je ne sais pas si vos parents pourraient vous aider sur ce plan-là, mais dans certaines matières, justement, ces matières où la physique, où le professeur dit qu'il y a des lacunes, il y a des acquisitions qui n'ont pas été faites, peut-être que un peu des cours pourraient vous permettre de ne pas perdre pied, parce qu'il n'y a rien de pire. Oui. Que de perdre pied à un moment, de se sentir dépassé et de couler et de dire j'arrête tout. J'étais un peu tentée par tout arrêter quoi, parce que. Oui, ce qui serait dommage. Puisque vous avez envie d'en faire votre métier. C'est pas comme si vous étiez dans une filière qui ne vous intéressait pas du tout. Oui. Ça serait vraiment plus embêtant. Oui. Vous pourriez être dans un bac qui correspond pas du tout à ce que vous avez envie de faire plus tard. Oui. Là, il y a vraiment ce cap à passer, mais après vous en ferez votre métier. Oui. Donc ça vaut le coup d'investir à tous les sens du terme, en temps, en énergie, peut-être financièrement, si vos parents peuvent vous aider. Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient vous aider, vous soutenir, j'ai envie de dire, affectivement et financièrement ? C'est le rôle des parents. Oui. Parce que je sens que vous avez besoin aussi d'un soutien affectif. Ah oui, oui. Eh bien oui. Oui. Vous êtes fille unique ou vous avez des frères et sœurs ? Non, j'ai un frère et une sœur. Qui sont plus petits ou plus grands que vous ? Ils sont plus jeunes, on a jusque 17 mois d'écart. D'accord. Et mon frère et ma sœur réussissent et moi je suis toujours à batailler et à me dire que voilà, qu'à 22 ans je suis encore au lycée, à essayer de passer mon bac et voilà quoi, c'est totalement déstabilisant. Alors, quand ils vous disent, par exemple, vos parents qui parlent d'un soutien extérieur, d'un psy, ça veut dire que là, ils seraient prêts à vous aider éventuellement à financer le... Oui. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils pourraient aussi financer des cours particuliers dans certaines matières. Peut-être, je sais pas trop, non. Est-ce qu'ils ont conscience que vous perdez confiance en vous ? Non, je pense pas, non. Oui, je crois qu'il faudrait vraiment en parler, Marie. Que ça vous décourage. Ah oui, totalement. Que finalement, ça rejaillit. C'est au-delà même, il y a une question de confiance en vous, mais il y a une question d'estime de vous. Oui, j'ai pas confiance en moi. Oui. C'est-à-dire que quand vous revenez avec ces notes en dessous de la moyenne, vous le dites très bien. Vous rentrez, vous vous dites, bon, voilà ce que je devrais faire, vous ouvrez votre agenda, vous dites, et puis vous n'y arrivez pas. Vous restez bloqué. Tout à fait. Parce que ça atteint l'image que vous avez de vous-même. Vous vous sentez nul à ce moment-là, certainement.
parce que d'une part, j'ai fait une très bonne, les 2 premiers trimestres de première étaient très bons. Enfin, très bons, ils étaient bons. J'avais une bonne moyenne. Le 3e trimestre, il était mauvais. Et là, je pars, j'ai pas de note super géniale, quoi. Donc c'est un peu démoralisant, quoi. Tout en plus, j'avais été prévenue que ça aurait été dur, mais de là à ce que ce soit dur comme ça. Alors, je pense, je pense qu'il faut vraiment l'aborder. Hein. Il est temps de l'aborder avec vos parents. Ils vous demandent pas, quand il y a quand même vos carnets qui arrivent. Ils se posent pas de questions par rapport à ces notes en dessous de la moyenne dans des matières importantes. J'en ai parlé avec ma mère. Elle pense quelque part que je le fais exprès d'avoir de mauvaises notes. Alors que elle pense que c'est dû au fait que vous ne travaillez pas, que c'est lié à quoi selon elle? Oui, que c'est un manque de motivation. Elle pense que je ne travaille pas. Oui. Oui, mais c'est plus complexe que ça. Oui, vous ne travaillez pas, mais vous n'arrivez plus à travailler parce que vous vous dévalorisez. Oui. Vous perdez totalement confiance en vous. Et là, après, il y a un risque de rentrer dans une spirale un peu infernale. Oui. Donc, je crois qu'il faut en parler avec eux. D'accord. Parce que, vous savez, il peut y avoir des choses très simples, comme le fait d'avoir, dans les matières où vous êtes actuellement en difficulté, un prof, des cours comme ça particuliers qui peuvent vous aider. Oui. Il y a Monica qui dit dans certains lycées, il peut y avoir des cours de soutien qui sont donnés. C'est vrai, il y a des lycées maintenant et on peut féliciter cette action, cette initiative. Où c'est fait gratuitement, mais ça n'existe pas malheureusement partout, des cours qui sont mis en place comme ça pour les élèves qui ont des difficultés dans certaines matières, parce que malheureusement les cours particuliers dans certaines matières qui sont détenus par certaines structures privées, elles coûtent cher. Oui. Il y a Sophie qui dit moi aussi, qui nous envoie un petit courriel pour dire moi aussi j'avais des notes nulles en physique, chimie, maths en seconde. J'ai eu des moments terribles où je croyais que je n'y arriverais jamais. J'ai eu un bac à 2 avec succès, puis j'ai obtenu une licence, un master de traduction. Maintenant, je suis chef d'entreprise en Angleterre. Alors courage Marie, tout est possible. Ouais. Et puis Johan dit en ce qui concerne vos lacunes qui ne peuvent être abordées en terminale, vous pouvez toujours revoir les programmes des années concernées où vous avez ces difficultés via vos cours. Oui, mais déjà vous avez du mal à travailler les cours de cette année-là, donc aller vous replonger dans les cours des années passées, c'est compliqué. Je pense qu'il y a une question aussi de méthode, de structure, et vous travaillerez mieux avec quelqu'un. On va accueillir Sylvie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je ne me rappelle plus du prénom de la jeune fille. Marie. Marie. Alors, moi, j'avais une proposition à lui faire. C'est, Marie, vous avez bien des camarades de classe. Oui. Qui, comme vous, rencontrent des problèmes. Comme là, vous parliez du prof qui parle trop vite, qui met trop de formules au tableau, par exemple. Eh bien, pourquoi vous ne travaillerez pas en groupe ? Parce que le groupe permet d'échanger des savoirs et avant même, et là c'est à moindre coût, je dirais. Oui, bien sûr, mais oui, c'est faisable. On doit, le délégué doit s'en occuper là, mais je sais pas quand est-ce que ça va commencer. C'est prévu, mais pour pouvoir, vous pouvez pas. Avec des copines de classe, j'irai pendant les heures d'études ou même après les cours, revoir ensemble la leçon, par exemple, de physique, de chimie. Oui, si c'est possible. Parce que ça, en plus, ça, vous voyez, moi j'ai une petite cousine là, qui a sauvé justement son année de terminale en faisant ça. En ayant du travail
en travaillant avec des copines. Et c'était des copines de classe, elles travaillaient en groupe. Oui, elles travaillaient en groupe, c'était des copines de classe. Et qui n'étaient pas forcément, les autres n'étaient pas forcément en difficulté, c'était pas... C'était pour travailler ensemble. Oui, et puis bon, ils se motivaient les uns les autres. Oui, c'est ça, il y a une motivation, une émulation. Et ils se sentent justement... je dirais aider les uns oui, les uns c'est les difficile parfois de travailler seul pour certains. Ça dépend des personnalités. Oui, après ça dépend. Il y en a qui ne peuvent que travailler seuls et d'autres, au contraire, c'est stimulant d'être en groupe. C'est stimulant d'avoir le travail de groupe. Moi, je l'avais donné comme... Bon, moi j'ai 48 ans, et justement, je l'écoutais avec d'autant de passion, parce que moi j'avais fait un BEP, j'avais fait terminale, et vous voyez, bon, ça m'a pas empêché de faire des études après, d'aller jusqu'à un bac plus 4. Bon, j'avais fait cette méthode-là, justement, déjà. Travailler en groupe pour pouvoir s'aider mutuellement, parce que ce qu'un a compris, l'autre l'a pas forcément entendu, puis ça permet d'avoir des échanges sur le cours du prof qui va, par exemple, qui va trop vite, qui va... Alors dans un autre registre, il y a aussi Laurence qui nous avait appelé au 3921, qui dit il y a des écoles d'ingénieurs qui aident les élèves en terminale. Ça, je ne savais pas. Merci à Laurence de dire. Et peut-être que vous devriez voir avec la vie scolaire ce qui pourrait vous aider dans votre travail. Certains aident même à rattraper des retards de 3e, dit Laurence. Donc des élèves des écoles d'ingénieurs qui aident comme ça des élèves en terminale. Bon, c'est bon à savoir en tout cas. Oui. Et ça peut être moins cher, effectivement, que des cours en privé. Merci beaucoup, Sylvie, de votre soutien. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Et puis, on va également accueillir Natacha. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Natacha. Bonsoir. Donc, moi, j'ai 41 ans, je suis prof de lettres. Oui. Dans un lycée, et prof principal en seconde. Oui. Et puis bon, moi ce qui m'a interpellée, j'ai des copies en fait quand j'ai entendu votre témoignage et l'intervention de cette jeune fille. Et bon, moi ce qui me dérange d'abord, c'est qu'elle a 22 ans, elle est en terminale. C'est pas facile parce qu'elle se retrouve avec des gamins ou des gamines qui ont 3 voire 4 ans de moins qu'elle. Et moi, je pense simplement qu'elle n'est pas à sa place. Donc, quand elle dit, quand elle dit qu'elle veut être technicienne de laboratoire, bon, très bien, mais qui l'a choisi ça? C'est elle qui l'a choisi, on l'a choisi pour elle. Il faut faire quelque chose ou, voilà. Est-ce qu'elle est vraiment à sa place? C'est ça, moi, qui me dérange un petit peu. Non, c'est moi qui ai choisi ce que je voulais faire et depuis la 3e, je sais ce que je veux faire. Oui, et donc, comment se fait-il que depuis la 3e, vous en êtes encore là, quoi, en fait? Comment se fait-il que le parcours ne soit pas réglé plus vite? Alors Marie nous a expliqué qu'il y avait déjà un redoublement en CE1, en BEP il y a un 3e et puis redoublement en seconde, redoublement en première. Parce que finalement est un bac très difficile. D'accord, c'est un bac difficile. Pour quelqu'un qui est en difficulté scolaire, apparemment, ce qui est le cas. D'accord. J'ai un peu de mal. Et puis bon, elle doit pas se sentir bien à l'aise finalement par rapport aux autres. C'est bien ce qui me dérange en fait. D'accord. En même temps, il y a une motivation par rapport à votre travail, Marie. C'est-à-dire que Marie sait pourquoi elle est là dans le fond, ce qui est plutôt très rassurant. C'est-à-dire que Marie n'est pas là par hasard dans cette filière. Oui. C'est une des questions que je lui ai posées en premier, c'est-à-dire effectivement qu'il n'y ait pas un problème d'orientation, puisque Marie vous voulez être technicienne en laboratoire. Donc alors après qu'il y ait eu des embûches, des obstacles, et ça reste peut-être à travailler, et pourquoi, et notamment peut-être un meilleur soutien au niveau des parents, mais travailler au niveau de la confiance en soi. Il y a certainement des choses à faire et à voir et à prendre en considération. Ça, mais d'où vient l'échec, en fait? Ah, ça, est-ce que vous qui êtes professeur, Natacha, vous pensez pas que l'échec est toujours multifactoriel? Je pense que l'échec, seul l'élève peut l'expliquer. Ah ben moi, je peux pas l'expliquer. Oui, là, honnêtement, oui. Mais je suis d'accord avec vous. Parce que Marie, c'est ça. Marie, quand vous avez des mauvaises notes, vous l'expliquez comment? C'est quoi? C'est un manque de travail? C'est quoi? C'est un manque de motivation? Il y a plein de trucs qui peuvent l'expliquer, mais...
C'est compliqué quand on est soi-même dans une situation d'échec. Pour le moment, on n'arrive pas à le dire. C'est après qu'on peut prendre conscience. Oui, mais c'est pour ça que moi je travaille beaucoup avec mes élèves là-dessus. Oui. La question, c'est à eux que je la pose. Enfin, c'est pas à leurs parents, c'est pas, voilà, c'est pourquoi il y a des mauvaises notes. C'est un manque de travail, c'est parce qu'on n'est pas motivé, c'est parce qu'on n'a pas eu envie, c'est parce que, il y a plein de choses qui ont l'expliqué, parce qu'on a fait la fête le soir alors qu'on aurait dû réviser. Enfin, on peut imaginer plein de choses à 22 ans. Alors Marie, il vient d'où l'échec? Ah ben ça, je ne sais pas. Bah si, vous le savez bien. Enfin, quand vous avez une mauvaise note, elle vient d'où cette mauvaise note? Elle sait pas forcément. Non, je crois qu'elle est sincère, Marie. Moi, quand elle vous dit je ne sais pas. Ah, maintenant, est-ce que vous comprenez d'où ça vient? Quand vous avez cette mauvaise note, est-ce que vous pouvez l'expliquer? Bah non. Enfin, pour le 6 en physique, oui, je peux l'expliquer parce que j'ai pas appris, ça c'est clair. Donc il y a un manque de travail, on est bien d'accord. Donc s'il y a un manque de travail, il y a un manque de motivation. Pas forcément. Oui, mais alors c'est pas. Je crois, Natacha, c'est pas aussi simple que ça. Parce que derrière ça, manque de travail, il y a quelque chose d'une spirale infernale. Quand un jeune commence à perdre pied parfois, il commence à perdre aussi confiance en lui, à perdre l'estime de lui-même. Et Marie nous disait bien qu'une note en dessous de la moyenne, elle arrive en se disant il faudrait que je travaille ça. Elle le sait très bien en son fort intérieur. Elle ne le fait pas parce qu'effectivement, il y a quelque chose où elle se déprécie, je pense, elle se dévalorise, il y a un blocage. Qui la déprécie? Elle se déprécie elle-même ou quelqu'un d'autre la déprécie? Alors, après, c'est très complexe et c'est là où je pense qu'elle est très sincère quand elle vous dit qu'elle ne peut pas vous répondre et qu'il y a quelque chose de plus profond et qu'on ne sait jamais pourquoi on bloque sur une situation sur le moment où on bloque. Voilà. Et qu'elle peut pas vous répondre là sur le moment. D'ailleurs, je reçois un message là au 7 39 21 qui dit la question de vos blocages, Marie, est peut-être complexe à comprendre pour vos parents, mais il faut leur dire que vous avez besoin de leur aide. C'est Brigitte. Et puis Laurent aussi qui dit à vous écouter, ça ne relève peut-être pas que du travail scolaire. Vous semblez avoir besoin de soutien en général. Et Brigitte qui dit on peut être prisonnier de blocages dont on ne comprend pas l'origine et ça peut être tout à fait désespérant et déprimant. Ouais, parce que là, j'ai envie de dire, on est en novembre, on est bientôt en décembre, le but est proche, quoi. Enfin, je veux dire, le bac, il ça laisse un peu de temps. À partir du moment où il y aura l'examen, où elle aura son bac, il y a une libération qui va se créer, c'est obligé. Oui. Sûr, mais pour l'instant, je l'ai pas mon bac, donc ça m'angoisse un peu. Mais vous allez l'avoir, il n'y a pas de raison pourquoi vous ne l'auriez pas. Oui. Vu les notes que j'ai de quoi m'inquiéter, quoi. Oui, il y a une inquiétude, c'est vrai, mais en même temps, je veux dire, faut relativiser aussi, et puis essayez, faites tout ce que vous pouvez pour l'avoir. Essayez de vous libérer, si vous pouvez, de tout ce qui vous embrigade là-dedans, et puis ayez votre bac, et après, au moins, vous allez faire ce qui vous plaît, c'est-à-dire technicien de laboratoire est très bien, quoi. Et un jour, vous le serez, peut-être dans 2 ans, 3 ans, mais vous le serez un jour, c'est obligé. C'est obligé si vous avez envie. Oui. Quand la motivation, elle est là. Vous avez raison. Il faut miser là-dessus. On est en décembre. C'est très court. C'est dans 6 mois même pas, quoi. Je pense que ça vaut le coup de prendre sur soi, essayer de prendre sur vous, Marie, et puis essayer de faire en sorte de l'avoir, ce bac, quoi, parce que bon, voilà. Et puis après, au moins, vous ferez ce que vous aimez. Ouais, oui. Oui, mais oui, évidemment que si c'est vraiment ce que vous avez envie, vous le ferez. Et puis les études, je les connais un petit peu parce que j'ai des élèves qui ont fait ça. Et donc, c'est ponctué de stages, donc de choses concrètes qui vont vous parler plus que d'un enseignement un petit peu général, même si c'est un bac technologique. Il y aura des stages, il y aura du concret, il y aura des patients, il y aura des... Voilà, quoi. Bon. Oui. Merci en tout cas, Natacha, pour vos conseils. Mais je vous en prie, mais moi, en tout cas, ce que je fais, c'est vraiment de la voir, quoi. Et, mais qu'elle essaie de se libérer de tous ces carcans qui l'entourent, et puis qu'elle travaille d'abord pour elle. Oui. Simplement. Merci et bon courage alors pour la révision de vos copies. Merci. Au revoir. Et on va également accueillir Jérémy. Bonsoir Jérémy. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Marie. Bonsoir. Alors moi je voulais vous apporter mon témoignage parce que effectivement moi j'ai fait un bac STL donc section F7 ou biochimie génie biologique. Je pense que Marie c'est du F6 que vous faites en chimie. Moi c'est chimie. Ouais, c'est ça.
Donc je suis passé par là, je connais le STL très bien. Et je peux juste vous dire, contrairement à ce que l'auditrice précédente vous a dit, c'est pas un bac compliqué, c'est un bac qui peut s'obtenir facilement. Par contre, j'ai rencontré les mêmes difficultés que vous en biochimie, qui était la matière la plus importante. Et moi, mes difficultés en fait venaient du fait que, étant très pratique, j'avais du mal à assimiler les cours, la théorie en fait. Et en TP, j'étais très très bon. Et ça, j'ai réussi à le surmonter en faisant des groupes de travail avec des amis qui avaient des difficultés identiques ou alors qui avaient des difficultés dans d'autres domaines. Donc j'essayais de les aider et eux me réexpliquaient les cours à l'occasion. Alors je sais que les horaires sont très chargés. Oui. C'est des semaines qui vont jusque 40, entre 35 et voire 42 heures. Oui. Mais même sur une demi-heure le midi, après le repas, on peut toujours essayer, même si c'est pas évident, essayer de trouver un petit créneau, au moins pour relire le cours ou autre. Je pense que ça peut être important. Et il faut vous dire que après, je sais pas ce que vous allez faire. Vous allez peut-être faire un BTS, non? J'aimerais bien m'arrêter après le bac, si c'est possible. Sinon, je sais pas. D'accord, parce que en fait, technicien labo, il demande le BTS. C'est vraiment une des choses qu'il demande vraiment en priorité. Mais avec le BTS, en fait, vous avez quasiment entre 20 et 25 heures de travaux pratiques par semaine. Donc je pense que vous, aimant la pratique... Moi, c'est un peu pour ça que j'ai fait le bac STL, parce qu'au départ, il y avait beaucoup d'heures de TP. Et moi, c'est vrai que j'aime bien manipuler parce que il y a des choses qui sont visuelles. Et c'est vrai qu'après, la théorie, c'est pas forcément visuel, quoi. Ouais, non, mais je sais très bien ce que c'est. C'était exactement dans ce cas-là. Mais c'est vrai que le BTS, je me suis senti plus à l'aise parce que, justement, j'avais toute la pratique qui était derrière et il y avait un peu moins de théorie. Et quand il y avait la théorie, c'était toujours lié à la pratique. Donc on arrivait plus facilement à s'imaginer les choses. Ouais. Donc je pense qu'il faut, pour moi, il faut pas les baisser les bras. Nous, on était une classe qui n'était pas d'un super niveau. Et on a eu 100% de réussite le jour du bac. Et je vous parle pas de ça il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 6 ans, quoi. Donc, je pense pas que les programmes se soient aient autant évolué. Je pense que vous avez quand même toutes vos chances. Ouais. Donc c'est plutôt très encourageant ce que vous nous dites aujourd'hui. Ça se passe bien pour vous, Jérémy? Oui. Enfin, j'ai pas fait. Moi, je travaille pas en laboratoire parce que mon parcours professionnel ne me le permet pas. Mais j'ai ma femme qui a fait un BTS biochimie et qui travaille en laboratoire dans la fonction publique et qui est très contente de ce qu'elle fait. Alors, écoutez, je vous remercie beaucoup, en tout cas, de ce témoignage qui est encourageant et réconfortant. Oui, ça fait chaud au cœur. ça fait du bien à entendre, Marie. Oui. Merci donc, Jérémy, d'avoir pris la peine d'appeler. Merci beaucoup. De rien. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. Des messages aussi pour vous qui arrivent au 7 39 21. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, je suis chef d'entreprise et à certains moments, je fais encore des blocages. Plus j'ai des résultats satisfaisants, plus j'arrive à surmonter ces blocages. » C'est intéressant parce que ça montre que la confiance en soi, c'est jamais quelque chose qui est acquis comme ça définitivement. C'est quelque chose qui s'acquiert, qui se travaille et puis au fur et à mesure de ses succès. Donc il y a des échecs qui peuvent comme ça tétaniser, pétrifier, la peur de l'échec aussi. La peur de l'échec, c'est ça. Natacha disait mais qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à travailler? C'est-à-dire qu'une mauvaise note peut vous paralyser. C'est-à-dire là où d'autres pourraient dire bon allez je vais leur montrer ce prof finalement, il y a deux types de réactions je vais lui montrer la prochaine fois, je vais bosser comme une dingue et je vais y arriver. Non, vous êtes cloué sur place, peut-être avec la peur d'un échec. Alors, il y a Myriel qui dit, est-ce qu'il n'y a pas une immense dette de sommeil? Comment allez-vous physiquement? Myriel, qui est la maman d'une jeune fille de 18 ans. Ça peut être important, ça. C'est vrai aussi, on sent la maman qui parle, là, c'est-à-dire aussi comment est-ce vous faites pas d'insomnie? Comment ça va? Non, mais je sais que je bosse jusqu'à très tard le soir, 1h du matin, c'est énorme. Oui, surtout vos cours commencent à quelle heure? 7h55. Oui, donc vous avez peut-être pas assez de sommeil. Non. Et puis en fait, quand je bosse, je coupe. Je bosse mais coupé en fait. C'est-à-dire que je vais bosser une demi-heure, puis je vais faire une pause, puis je vais rebosser une demi-heure, etc. Oui. Et pourquoi vous coupez comme ça? Parce que vous n'arrivez.
au-delà, c'est compliqué pour vous? Je pense que j'ai un manque de concentration et donc je peux pas me concentrer en fait très longtemps, je pense. Pas au-delà d'une demi-heure, vous pensez? Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Vous décrochez? Vous le sentez que vous décrochez? Oui. D'accord. Parce que je suis fatiguée, je bâille, j'ai qu'une envie, c'est dormir. Oui, mais vous voyez, donc Muriel a peut-être raison. Vous êtes peut-être en manque de sommeil, comme beaucoup de jeunes d'ailleurs. Oui. Et pourquoi vous travaillez aussi tard qu'1h du matin? Parce que comme je suis très lente, le temps de tout faire en fait, Mais vous êtes lente aussi peut-être parce que vous manquez de confiance en vous. Vous voyez, souvent les gens qui manquent de confiance en eux, vous êtes certainement très consciencieuse, très scrupuleuse, vous avez envie de bien faire, non? Oui. Oui. Donc vous voulez certainement que ça soit parfait, non? Oui. Oui. Il vaudrait mieux vous coucher un peu plus tôt. Quitte à vous coucher un peu plus tôt. Oui. Et avoir moins ces coups de pompe dans la journée. On va accueillir Héloïse et on va conclure avec vous, Héloïse. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline, bonsoir Marie. En fait, je vous appelle parce que j'ai été très touchée par le témoignage de cette adolescente. Je suis moi-même professeure en lycée. Et en fait, le conseil que je pourrais lui donner, c'était de profiter vraiment de l'aide qui est fournie par les enseignants. Enfin, c'est des personnels qui sont vraiment là, qui sont formés pour ça. Et moi, ça m'arrive pour des élèves en difficulté, de leur donner des devoirs en plus, de les corriger, éventuellement la Marie avait des lacunes, donc elle pourrait peut-être demander au professeur de physique d'avoir une liste des connaissances qu'il va falloir qu'elle aille retravailler avec des livres éventuellement de collège. Oui. Elle peut également, si elle le fait, montrer ses fiches par exemple à un prof. Et ça pourrait peut-être lui permettre, avec un enseignant avec lequel elle va se sentir plus à l'aise, de développer une relation privilégiée. Et elle pourrait peut-être du coup aussi gagner en confiance en ayant cette relation privilégiée avec un enseignant. Oui, c'est une excellente idée, Héloïse, parce que le fait qu'il y ait un enseignant un peu référent avec qui il y ait une relation de confiance et privilégiée qui pourrait un peu la prendre sous son aile en quelque sorte, un peu à qui vous pourriez vous confier vos difficultés et qui serait un peu... qu'elle prenne un enseignant vraiment avec qui le contact passe, pas forcément le professeur principal avec qui il n'y a pas toujours une affinité. Vous en avez un, Marie, dont vous vous sentez plus proche? Pas spécialement, non. Non. Vous avez du mal avec ce milieu enseignant, vous vous sentez j'ai peur du jugement, en fait. Vous avez peur d'être jugé, oui. Oui, mais on n'est pas là pour ça, vraiment. Je dis que si je vais le voir, il va me parler de mes notes et ça va m'angoisser plus qu'autre chose, quoi. Je pense pas, parce qu'un prof, c'est très désagréable pour lui de mettre une mauvaise note. Il y a forcément un constat d'échec, c'est quelque part qu'on n'a pas réussi. Et ce qui est valorisant pour un prof, c'est justement ces échanges qui peuvent avoir lieu en dehors des cours, où vraiment, moi, c'est ce que j'aime, c'est avoir ce sentiment de pouvoir aider l'élève, de lui redonner confiance en lui. Il y a tout ce parcours avant aussi, un peu accidenté qui joue, je crois, et qui fait qu'il y a une certaine colère vis-à-vis du milieu scolaire. Mais peut-être justement en abordant les choses autrement, ça pourrait réparer un petit peu. Je crois. Et vous verrez aussi que les enseignants ne sont pas là pour vous juger. Il y en a peut-être avec qui effectivement ça passera pas forcément, mais il y en a auprès de qui vous pourrez trouver une oreille attentive et qui seront prêts à vous aider. Si vous leur confiez qu'en fait, c'est pas parce que vous ne travaillez pas, c'est pas parce que vous ne voulez pas travailler, c'est pas parce que vous en avez rien à fiche, mais parce qu'en fait, vous doutez terriblement de vous. Et puis, je voulais dire aussi les choses... la tendance peut s'inverser assez vite, c'est-à-dire que si on se remet à travailler, ponctuellement en classe, on va réussir à répondre à une question, à réussir à faire un exercice. Et il n'y aura pas forcément une meilleure note au premier contrôle directement, mais il y a des petites choses qui vont se mettre en place et qui vont faire que la confiance, elle va revenir petit à petit. Merci beaucoup, Héloïse, de votre... Je ne sais pas si je pourrais être mise en contact avec Marie, parce que par rapport au planning de travail, etc., si
elle veut des conseils, moi j'ai possibilité de lui en donner également. Oui, donc vous êtes professeur en lycée, donc vous pourriez effectivement lui être d'un soutien précieux. Écoutez, si Marie le souhaite, bien volontiers. Je vous remercie vraiment de votre aide. Hein. Je vous en prie. Merci beaucoup. Votre point de vue rejoint celui de Chaudron de la Barre qui nous envoie un mail pour dire votre parcours accidenté, Marie, et le décalage générationnel avec les autres élèves de votre classe accentue peut-être vos difficultés. Si vous souhaitez vraiment poursuivre vos études dans cette branche, vous devez vous accrocher en commençant par poser des questions à vos enseignants en cas d'incompréhension. Enseigner, c'est aussi le plaisir d'expliquer. Sollicitez-les, vous briserez ainsi les distances instaurées entre eux et vous-même. Vous pouvez également aller les voir en fin d'heure si vous préférez éviter le regard des autres élèves. Enfin, il y a peut-être des heures de soutien organisées au sein de votre établissement. Ça, c'est gratuit. Reprenez confiance en vous. Allez au bout de votre projet puisque celui-ci vous tient à cœur. Quand vous serez bachelière, vous serez alors très fière de vous. Très bon courage à vous. Isaac dit, il existe peut-être dans votre ville une association d'aide aux devoirs qui pourrait vous aider. Renseignez-vous auprès de la mairie, ce sont souvent des cours au prix modique, mais ne vous découragez pas si vous avez la volonté de réussir, vous franchirez les barrières, tenez bon. Et puis Lila dit, moi je pense que Marie est préoccupée peut-être par autre chose et qu'elle le cache bien, il faudrait peut-être qu'elle ait un lieu pour en parler, ça reste mon avis, dit Lila. Et puis justement un message qui arrive en disant qui a ce même point de vue, qui dit je pense que ça serait bien que vous ayez un espace pour parler de tout cela afin de regonfler votre confiance en vous et votre estime de vous-même. Isabelle dit il faut peut-être vous montrer sincère, livrer votre perte de confiance, vos parents seront vos alliés au lieu d'imaginer du refus de travailler. Courage, dit Isabelle, et ça s'applique aussi à vos professeurs. Mais je pense vraiment, là aussi, par rapport à vos parents, Marie, il est important, et je rejoins Isabelle, d'en parler à vos parents. Je pense que vos parents ne mesurent pas que votre désarroi. Et ils pourront être vos alliés. De la même façon que certains de vos enseignants pourront être vos alliés. Ne vous enfermez pas comme ça dans la solitude, hein. D'accord ? Ok. Très bon courage à vous, Marie. Je vous remercie pour toute l'aide qui m'a été apportée ce soir. Et puis vous pourrez nous tenir au courant. Oui. Hein, nous dire comment ça va, comment ça évolue. Okay. Mais ne raccrochez pas, on va vous mettre en relation avec Héloïse. D'accord. Hein ? Au revoir Marie. Au revoir Caroline, merci Héloïse, au revoir. Au revoir. Sylviane nous a appelé, c'est dommage, elle ne souhaitait pas s'exprimer à l'antenne pour nous dire, elle est la maman d'une jeune fille de 22 ans qui jusqu'au bac était en échec scolaire car elle était profondément littéraire et que les matières scientifiques étaient difficiles. Elle voulait être journaliste, elle avait besoin du bac, elle est actuellement en licence d'information et communication, donc elle ajoute que Marie ne doit pas perdre confiance, elle doit croire en elle, elle doit se battre et elle ne doit surtout pas écouter les gens qui la cassent, elle doit avant tout récupérer sa confiance en elle. Oui, il faut qu'elle trouve quelqu'un qui puisse l'écouter, qui puisse l'encourager. C'est aussi ce que dit Lionel qui lui aussi ne souhaitait pas s'exprimer. C'est dommage parce que je trouve l'interprétation de Lionel très, très pertinente qui dit il n'arrive que comme ça des enfants, des jeunes n'arrivent plus à travailler car les parents ne sont pas assez derrière eux, ne les soutiennent pas assez, ne les encouragent pas assez. Alors c'est compliqué en même temps d'être parent parce que certains sont dans le trop, d'autres dans le pas assez. Et il y a des enfants qui finalement s'épuisent à travailler par amour pour ses parents, mais qui à un moment se découragent. Et donc Lionel dit il faudrait au contraire que Marie soit énormément soutenue. Alors ça peut être un enseignant qui joue ce rôle-là, comme le disait Héloïse, ça peut être quelqu'un d'autre à l'extérieur, mais un enseignant peut jouer ce rôle. Il y a un message aussi qui arrive au 73921, quelqu'un me dit, j'ai souvenir d'un de mes profs de fac qui me rendait en licence des devoirs dans la matière où j'avais du mal. Vous avez 4, c'est bien, vous avez progressé. Voilà, des enseignants qui ne cassent pas, hein, après tout, qui avaient compris que cette matière était difficile pour vous, mais après tout, si vous aviez 2 auparavant, 4, c'est le double, hein, c'est un progrès. Quelqu'un qui dit trouver un professeur, Marie, qui soit dans le soutien plutôt que dans le jugement. Et puis petite hirondelle qui dit en écoutant le témoignage de Marie, je repense à toutes ces longues nuits de révision en vous écoutant durant mes années de fac.
Mac. Allez, on va accueillir maintenant... on va accueillir... Alors, Lisa, pardon. Bonsoir, Lisa. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Voilà, je suis ravie de vous avoir au téléphone et je souhaite plein de courage à l'auditrice précédente. Voilà, à Marie, plein de courage et effectivement, Merci. je rejoins les autres témoignages en lui disant qu'il faut vraiment qu'elle prenne confiance en elle et qu'elle s'écoute elle-même d'abord dans ce qu'elle veut faire, dans ses projets intimes et voilà, dans ses projets. Voilà, au total, et vraiment plein de courage et plein de bises. Voilà. Merci beaucoup. C'est naturel. Enfin, voilà, moi, j'appelais pour une toute autre raison. Il s'agit de perte de confiance en soi, mais dans le domaine amoureux. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que j'ai eu Asiba tout à l'heure, je lui ai expliqué qu'effectivement, ma dernière relation sérieuse remonte à 2009. Donc, je suis sortie avec un garçon de février 2008 à mars 2009, dont j'étais vraiment très amoureuse. C'était un garçon que j'ai rencontré sur un site de rencontre pour ne pas le citer. Et on avait vraiment pris le temps de se connaître et on n'a pas vu nos photos respectives en fait. Et quand on s'est vu, c'était vraiment magique. Il était vraiment tendre, doux, affectueux. Il était voilà. Et bon, on n'habitait pas la même ville, mais on était à une demi-heure de train. Enfin, c'était pas grand-chose. Et voilà. Et au fil du temps, je crois au bout de 8 mois, ça a commencé à ne plus aller parce que lui avait un souci affectif, des blessures avec son ex. Ça s'était pas très bien passé. C'était sa première grande relation sérieuse et il en avait gardé des stigmates. Donc on a réussi à surmonter ça et il m'en a été éternellement, vraiment reconnaissant. Il avait l'impression que il revivait. Mais après, il était beaucoup en demande. Il me demandait, pas directement, il me l'a dit à notre rupture, il m'a dit qu'il attendait à ce que je l'intègre dans ma famille, qu'il ait une famille, parce que la sienne, il la voyait pas souvent, étant donné que sa famille à lui habite dans le sud de la France et que lui, par nécessité pour ses études et sa vie professionnelle, a dû beaucoup bouger. Oui. Donc il est très très loin d'eux et pour moi c'était très difficile parce que avec ma famille, moi ça ne se passe pas bien du tout et pour survivre j'ai dû les quitter. J'ai dû voilà, je dois me fier qu'à moi-même. Bien sûr j'ai des amis voilà présents, mais je me débrouille toute seule depuis un certain temps déjà. Et ce qu'il me demandait c'était pas possible, j'arrivais pas à lui offrir et il m'en a voulu quelque part pour ça, c'est pour ça que c'était fini. Et suite à ça, j'ai fait une dépression. J'ai rencontré un psychologue formidable qui m'a énormément aidée en 1 an de thérapie. Il m'a pratiquement sauvée parce qu'il y avait des réminiscences de mon passé, de ma famille. Enfin, c'était très dur. Et du coup, j'ai surmonté ça. J'ai pris un appartement, j'ai trouvé du boulot, je reprends mes études dans quelques mois. Mais oui, voilà, oui, je vous avais déjà appelé pour ça en plus, et du coup, vous m'avez beaucoup encouragée. Donc j'ai l'impression, voilà, d'avoir surmonté beaucoup de choses et de pas être dans la colère et de penser à lui avec tendresse et beaucoup de reconnaissance pour tout l'amour qu'il m'a donné. Et mais voilà, que vous lui avez donné aussi, vous lui avez donné beaucoup à ce garçon. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que je ne réfléchis plus sur le terme je lui ai tout donné et moi, qu'est-ce que j'ai réussi à prendre de la distance et à me dire, voilà, dans un couple, on est deux. Ce que je l'ai fait, c'était avec consentement. Vous pouvez penser à cette relation avec plus de sérénité. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est que mais depuis, je n'arrive pas je n'ai pas de relation sérieuse. J'ai eu une aventure avec quelqu'un de très bien, mais qui était de passage dans ma vie, dans ma ville, et c'était génial. Mais depuis, je n'arrive pas. Et alors, est-ce que c'est un problème, ça? Oui, parce que comme je l'ai expliqué précédemment à Siba, je crois, je viens d'avoir 26 ans. Je viens d'avoir une espèce d'angoisse sourde depuis quelque temps où je vois mes amis
qui sont mariées depuis 10 ans. Bon, certes, elles sont mariées très jeunes, mais... Mariées depuis 10 ans. 10 ans? Oui, elles ont 28 ans, elles ont 2 ans de plus que moi, du coup. Elles se sont mariées très jeunes, hein? Oui. Elles se sont mariées à 18 ans? Absolument. Oh là là, oui, c'est très très jeune. Mais elles ont fait des études? Elles ont la même vie que vous? Non. Oui, c'est ça, certainement, parce qu'en général, c'est pas le même mode de vie. C'est rare que, enfin, je dis ça parce que c'est plutôt les femmes qui font des études et qui se marient un peu plus tard. Hein. C'est très jeune. Non, aujourd'hui, je veux dire, de se marier à 18 ans, c'était plus fréquent avant. Oui, absolument. Mais en fait, il se trouve que c'est des jeunes femmes qui sont des amies très chères et qui se connaissent très très bien. Oui. Elles ont eu aussi un Roland romantique à cet âge-là. Je pense, elles ne regrettent pas. Mais j'ai pas dit. Non, mais ça. Après, chacun, c'est un choix de vie. Mais je disais, c'est parfois peu compatible. C'est ça, avec une vie étudiante, avec tout ça. Donc c'est pour ça, elles n'ont pas le même style de vie que vous. Ah non, absolument pas. Bon, elles ont des enfants. Oui. Je les enviais de dire voilà, elles ont quelqu'un, etc. Mais finalement, je sais que la vie maritale est pas facile. C'est vraiment du travail, c'est un engagement, c'est beaucoup d'abnégation. Mais voilà, comme vous dites, c'est vraiment chacun son style de vie. Du coup, le mien, c'est pas que je le trouve minable ou quoi que ce soit. J'ai la possibilité de faire beaucoup de choses. Je suis une dingue de culture, de cinéma, de littérature, de concerts, des choses comme ça. Donc je peux faire des choses. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, je me dis, d'autres copines sont avec leurs copains depuis quelques années. Elles s'investissent dans des projets, dont une, son copain est à Paris, elle est dans la ville. Et donc voilà, et cette relation marche. Et moi, j'ai l'impression que qu'on ne s'engagerait pas pour moi. C'est pas une question de physique, je me trouve bien, c'est pas une question de ça, mais j'ai l'impression que, vu mon histoire familiale, j'ai l'impression que Oui, est-ce que vous vous engageriez? Oui, est-ce que vous seriez prête à vous engager? Je me pose la question. Parce que vous posez la question, ce qui traduit vraiment la faible estime que vous avez de vous-même, mais non, je ne vaux pas la peine, on ne peut pas s'engager pour moi. Ce qui montre qu'il y a encore du travail à faire avec votre psychologue. Hein. Oui, absolument. Vous continuez à le voir? Oui, alors je continue à voir là. C'est important. Je l'ai pas vu depuis 2-3 mois parce que on a des horaires pas très compatibles, donc mais en tout cas je continue. Et oui, il faut continuer à travailler là-dessus. Bien sûr. Parce que là, pensez que aucun homme ne voudrait être avec vous, enfin suffisamment pour s'engager, puisque vous semblez dire pour une aventure, pour quelque chose de léger, oui mais pour s'engager, non. Donc, vous voyez, il y a quand même là, ça reflète quelque chose de votre fragilité à vous. Alors que on peut entendre aussi les choses au fond, vous, êtes-vous prête véritablement aussi à vous engager, compte tenu de votre histoire familiale? Peut-être qu'il y a aussi des peurs chez vous, finalement, et que vous retournez et vous mettez cela sur le compte de l'autre. Parfois, ce qui nous fait peur, on préfère dire que c'est l'autre qui n'est pas prêt à le faire. Hein. Ça peut être aussi ça. Oui, je pense à ça. Après, c'est pas étonnant avec l'histoire familiale que j'ai. Bon, il y a eu beaucoup d'humiliations, des choses comme ça. C'était vraiment très très dur. Dans le couple de vos parents? Non, en fait, j'ai pas connu ma mère. Mais c'est que mon père, en fait, avait une image très très spéciale des femmes. Mais l'humiliation, je viens d'une autre culture et l'humiliation, c'était courant. En fait, c'est très courant. Oui, mais on s'est déjà parlé à plusieurs reprises, donc je me souviens, bien de vous. Mais bon, donc vous avez, compte tenu de la relation que vous avez avec votre père, effectivement de cette relation d'humiliation qu'il y avait, ça entache quand même très sérieusement la relation que vous avez
avec les hommes aussi, hein, Lisa. Donc ça, c'est à prendre vraiment en considération. Alors évidemment, ça joue sur l'image que vous avez de vous-même, mais aussi, d'une certaine façon, sur l'image que vous avez des hommes et sur le fait de votre difficulté à leur faire confiance. Donc il y a beaucoup de choses qui sont liées et qui ne sont pas insurmontables, sur lesquelles vous pouvez travailler. Et j'ai envie de vous dire, vous n'avez que 26 ans. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous avez progressé. Donc franchement, à 26 ans, quant à vos désirs de fonder un couple et une famille, tout reste largement possible. Voyez. Après, il y a des choses effectivement à travailler sur l'estime de vous-même et à avoir moins peur. Mais après, ça reste largement possible, hein, Lisa. Vraiment. Il faut simplement vous faire davantage confiance. Bon courage à vous. Au revoir. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1, cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de vous, de votre vie, en toute liberté et sans tabou, en appelant le 39 21. Vous pouvez également réagir aux propos tenus sur l'antenne par SMS au 7 39 21, en commençant vos messages par le mot nuit, ou également par courriel sur le site europe1.fr. Alors Lisa qui s'inquiétait un peu parce qu'elle avait 26 ans et qu'à 26 ans elle n'avait pas de relation sérieuse, nous disait-elle, alors qu'elle avait des amis qui s'étaient mariés à l'âge de 18 ans. Un message qui arrive justement pour dire: vous êtes dans l'urgence, Lisa, et vraiment vu du haut de mes 55 ans, je vous assure, prenez votre temps. Un autre message qui dit: parfois les gens mariés très jeunes disent qu'ils n'ont pas eu de jeunesse. Votre inquiétude par rapport à votre âge est réelle, mais a-t-elle un fond? Alors je pense que c'est un fondement. Attention, vos messages sont limités à 160 caractères, hein, je vous le rappelle. Et puis d'autres messages aussi qui arrivent. Alors c'était pour Marie, cette jeune femme qui est passée en tout début de première heure parce qu'elle n'arrivait plus à se motiver. Elle est en terminale et à chaque fois qu'elle avait des notes inférieures à la moyenne, elle se disait, au lieu de travailler, finalement, elle ne pouvait plus se mettre au travail. Elle avait très peur de ne pas arriver à passer son bac. Lula dit: Marie peut trouver aussi de l'aide auprès du service médecine préventive, mais c'est pour les étudiants. Oui, ça c'est pour les étudiants. Je crois que c'est à la faculté. Marie est encore au lycée. Hein. Voilà. Allez, on va passer un petit peu de musique et puis après, bien, nous nous retrouverons très vite. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Vous vouliez revenir sur le témoignage de Marie, hein, donc cette jeune femme qui avait très peur de ne pas avoir son bac parce que elle se décourageait, elle se démotivait dès qu'elle avait une note inférieure à la moyenne, et malheureusement c'était le cas dans plusieurs matières et des matières importantes. Oui, voilà, c'est ça. En fait, moi je voulais réagir parce que moi je suis un peu un vieux routard dans des examens et des concours. Et pourtant vous êtes tout jeune, vous avez 25 ans. Ben ouais, j'ai 25 ans, mais voilà, ça fait, j'ai concrètement 9 ans d'études derrière moi et 9 ans de concours pratiquement, 5 ans de concours après le bac. Ah bon? Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'en fait, au départ, j'ai eu le bac, bon, ça normal, j'ai eu 2 ans de classe préparatoire à l'école normale supérieure, donc c'est des classes littéraires en fait. Oui. C'est pas que ça, mais moi, c'était cette voie-là en tout cas que j'avais choisie. Et après, donc j'ai fait, on va dire, 2 ans, donc j'ai quand même eu Sciences Po au milieu de tout ça.
Et là, j'ai terminé 3 ans de préparation à l'ENA et j'ai en même temps préparé un concours pour avoir l'Institut régional d'administration, en fait, concrètement. Ah oui, non, c'est incroyable. Vous êtes un cumulard, vous. Ouais, c'est ça, je suis un cumulard. Et puis bon, voilà, maintenant, je suis à la retraite, comme on dit, parce que ça suffit. Oui, quoique non, maintenant, vous savez, il faut travailler encore un peu plus longtemps quand même. Hein. Non, il va falloir continuer. Vous avez raison, mais c'est ce que j'appelle la retraite. Auparavant, vous auriez pu. C'est la retraite, quoi? Oui, c'est la retraite sportive, en fait, pour moi, vous voyez. D'accord. Je suis en reconversion sportive parce que justement... Remarquez, vous avez fait de belles performances, donc vous pouvez... Oui. Bon, après, relative, mais en tout cas, en plus, à Sciences Po, il y a un truc extraordinaire qui est... Bon, il y a beaucoup de choses que j'aime pas beaucoup, mais il y a un truc qui a été très très bien, c'est la 3e année, qui est une année de stage, en fait. Et alors, cette année, comme on n'a pas grand-chose à faire à la maison quand on rentre, eh ben, ça nous laisse un peu le temps de réfléchir, justement, sur à peu près tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on va faire, enfin, de prendre un peu de recul sur soi. Enfin, pour ceux qui s'en donnent la peine, en tout cas, et moi, je m'en suis donné la peine parce que ça m'intéresse beaucoup. Et justement, je pense que voilà, moi, c'est un peu ce message que je voulais transmettre parce que, bon, un concours et un examen, c'est 2 choses un tout petit peu différentes dans le sens où avec un examen, il n'y a pas la même pression du combat du combat. On affronte personne concrètement. Enfin, c'est intéressant votre terme. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez être président de la République quand vous serez grand? Ça, c'était à une vieille époque, mais non, maintenant, j'ai pas mal bougé sur ces questions-là. C'est un débat assez complexe. On va dire que j'ai des conceptions qui ont beaucoup bougé sur ces questions-là, en particulier parce que il y a eu une époque où effectivement, je pensais qu'avoir les meilleurs concours permettrait d'aller au plus haut niveau et qu'au plus haut niveau, potentiellement, on pouvait agir pour changer quelques petites choses dans cette société. Ouais. Et puis l'expérience m'a montré que non. Oui, c'est compliqué. Et donc du coup, voilà. Du coup, je m'en éloigne un petit peu, mais ce que j'en ai quand même gardé, c'est que oui, un concours, ça reste quand même un affrontement avec les autres. C'est-à-dire concrètement, un concours, il faut toujours être meilleur que les autres. Alors après, dans la mesure du niveau du concours, mais l'enjeu, c'est d'être meilleur que, si on est 100, il faut être meilleur que les 102, quoi, concrètement. C'est un peu l'idée. Et un examen, c'est un peu moins comme ça, dans le sens où il faut atteindre une moyenne, et puis voilà, c'est un peu plus, entre guillemets, un peu plus doux. Voilà. Mais pour moi, la logique psychologique, elle reste un peu la même, quoi. C'est-à-dire que je m'amuse un petit peu à dire ça, parce que je le pense vraiment, c'est pour moi un peu un sport de haut niveau. Oui. Dans le sens où, comme ça s'étale sur l'année, il y a une dimension de... On connaît un peu les mêmes aléas que le sportif de haut niveau, vous voyez, c'est-à-dire un peu les doutes, les doutes sur soi-même, les remises en question sur soi-même, les découragements, voire même à un moment donné, on se dit, est-ce que vraiment je suis fait pour ça? Et puis bon, il y a toujours ceux qui croient en vous, et puis ceux qui, à contrario, justement, vous découragent, parce que il y a des ondes négatives et ça arrive, c'est comme ça. Oui. Et voilà, moi je pense que cette jeune fille, je pense vraisemblablement qu'elle manque vraiment d'être d'entourage qui puisse la remonter, quoi, une espèce de... Je vais dire un peu en disant ça, mais une espèce de coaching, quoi. Mais alors, quand je dis un coaching, c'est juste quelqu'un qui soit capable de, quand elle a de mauvais résultats, de l'aider à relativiser, de l'aider à lui expliquer, notamment, enfin moi, quand la personne tout à l'heure disait le bac arrive vite, ouais, j'ai dit ça à une époque aussi, maintenant j'ai envie de dire non, quoi. Le bac, il arrive pas vite, il y a encore pas mal de mois encore devant. Il y a encore pas mal de phases différentes. Par exemple, elle aura une phase à la fin de l'année où elle aura une période de révision intense, par exemple, et pas entrecoupée d'heures de cours, d'heures de présence en cours ou des choses comme ça, puisqu'après on aménage autour du mois de mai des périodes un petit peu plus calmes, justement, pour permettre aux gens de réviser. Elle aura des vacances aussi. Donc, dans ces moments de doute, vous, justement, Jean-Philippe, comment vous vous remotiviez? Qu'est-ce qui est... Moi, j'avais des référents. Hein. J'avais mon enseignant qui était référent, qui était très brillant, hein, qui avait fait lui aussi donc normal supérieur. Lui, il avait carrément eu l'école, hein, et puis il était enseignant en classe préparatoire et ça se voyait. Il connaissait très bien, il connaissait ses logiques psychologiques, il connaissait. Et c'est vrai quand on lui parlait. En plus, c'est quelqu'un qui restait très jeune. Et, bon, il est pas vieux d'ailleurs, hein, mais qui restait très jeune et très proche de ses étudiants. Et c'est le genre de personne qui est capable tout à fait de vous remonter, quoi. C'est capable de vraiment de vous expliquer que voilà, tout est relatif et que d'un côté, l'objectif final, il faut pas en faire une fin en soi. De toute façon, si on l'a pas, enfin surtout dans des concours aussi exigeants que l'ENA, vous voyez, on ne va pas se faire un objectif de ça en soi parce que il y a quand même pas beaucoup de place, donc à un moment donné, on va pas, voilà. Il faut aussi être capable de se dire si on l'a pas, c'est pas grave. D'abord parce que c'était très haut. Et ensuite parce que voilà, c'est pas grave, quoi. Il n'y a pas qu'une voie pour accéder à ces métiers-là, et c'est pas grave. Et puis en même temps, y croire suffisamment fort pour se donner. Sinon on ne se présente pas. Donc il faut en même temps y croire. Il faut y croire et croire en soi. Et bon. Complètement, il faut se donner un petit peu de il faut se forcer un peu à y croire, quoi. Il faut clairement se forcer un peu à y croire. Faut un peu. Vos parents étaient derrière vous?
Oui, mes parents étaient très derrière moi. Mes parents ont réussi à eux aussi croire que je pourrais avoir l'ENA, ce qui était très rigolo. Parce que... Oui, mais c'est important ça. Vos parents croyaient en vous aussi. Oui, donc ils croyaient beaucoup pour moi et c'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'aujourd'hui ils comprennent moins pourquoi moi-même je me suis quelque peu détourné, mais bon voilà, c'est comme ça, après ma vie a évolué, elle a été ce qu'elle a été. Mais ça ils le comprennent d'ailleurs un peu moins aujourd'hui, ils ont plus de mal à retomber, j'ai envie de dire, que moi. Mais je pense que voilà, cette dimension il faut que Marie trouve, c'est pour ça que moi je me proposais presque à la limite de qu'on se contacte, parce que moi il n'y a pas de souci, j'ai souvent fait maintenant que je fais plus des concours, je me suis un peu orienté vers les autres. Et maintenant, je fais un peu de ce que j'appelle entre guillemets du coaching, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, je fais des gens je fais par exemple du parrainage. Je suis dans une école et je fais pas mal de parrainage pour des gens qui passent le concours justement de cette école en question. Parce que je pense que j'ai pas grand-chose à leur apporter intellectuellement, et en particulier à Marie, parce que je veux dire, j'ai pas du tout la compétence technique en matière je sais pas ce qu'elle étudie, mais en physique, etc. Je suis une catastrophe dans ces matières-là. Donc c'est pas techniquement que je vais faire quelque chose, mais psychologiquement, je pense qu'avoir un cadre, avoir quelqu'un qui est capable de vous remobiliser, d'essayer de vous amener, ne serait-ce que d'essayer de vous amener à vous poser des questions. Justement, par rapport, Marie nous disait qu'elle avait du mal à se concentrer plus d'une demi-heure. Est-ce que comment faire pour faire en sorte vous qui avez dû réviser pour préparer ces concours prestigieux, il faut être amené à pouvoir se concentrer plus longtemps. Est-ce qu'il y a des trucs pour pouvoir se concentrer, rester concentré? Après, je pense que ça dépend de ce qu'on... Enfin, à mon avis, il y a deux paramètres. Soit, effectivement, il y a que... c'est sûr que si elle est troublée par d'autres choses, c'est compliqué. C'est clair que... quand on a la tête pleine, d'autres choses, peut-être. Après, je sais pas son passé, mais bon, je me dis que si elle est à 22 ans en terminale, c'est peut-être qu'effectivement, elle a eu des difficultés et que, c'est peut-être pas facile. Après, puis en plus, c'est vrai, ce que disait la personne... avec laquelle j'étais pas entièrement d'accord, mais quand elle disait en terminale avec des jeunes de 17 ans, ça doit Natacha, pas être simple. Oui. Bon, j'étais pas d'accord avec tout ce qu'elle disait, Natacha, mais pour le coup, là, sur cette aspect-là... Oui, c'est une réelle difficulté. Oui. Voilà, c'est une vraie difficulté. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est, je crois... Pour moi, il y avait deux repères dans ces concours-là. Le premier, c'était l'objectif final. C'est-à-dire, en fait, il y avait un programme de concours sur lequel je me fixais et c'était lui mon unique objectif, en fait. Et ça permettait du coup de tout rallier à cet objectif et du coup de se donner l'impression d'avancer. Et de se donner l'impression que tout ce qu'on faisait, finalement, ça menait à quelque chose parce que ça menait à une fin qui était certes énorme, certes parfois un peu, mais dont on savait qu'elle existait, cette fin, et que c'était pas quelque chose de totalement abyssal, sans un puits sans fond. Et puis la deuxième chose, ça peut être aussi tout bête, une affaire ne serait-ce que de façon de présenter la connaissance, quoi. Il suffit parce que les cours, ça peut être relativement théorique, mais il suffit que ce soit plus... je sais pas, rédiger autrement, expliquer autrement, présenter de façon plus pratique peut-être, présenter de façon plus reliée à des... Je sais pas, par exemple, je fais de la formation maintenant, dans un autre domaine, je fais dans l'informatique, mais je fais de la formation. Il y a des gens qui ont besoin, par exemple, si on leur explique des définitions de termes informatiques, ça servira à rien et ils vont se buter. Et en revanche, si on leur explique les choses en leur faisant une représentation mentale de l'écran et de ce qu'ils peuvent avoir, tout de suite ça va mieux passer. Et du coup, leur attention va être plus mobilisée, et ne serait-ce que parce qu'ils vont être mis en confiance en plus, parce qu'ils vont pratiquer, et ils vont être mis en confiance parce qu'ils auront pratiqué. Et du coup, ça c'est aussi un paramètre important, d'essayer peut-être de découper la difficulté en plusieurs petites difficultés pour monter progressivement et se donner confiance, parce que c'est aussi ça la base de ces réussites. Oui, c'est ça, ne jamais voir tout de suite le sommet de la montagne, sinon ça paraît infranchissable, mais c'est comme l'alpiniste, y aller par palier. Oui, et puis en plus, objectivement, quand on regarde les programmes des bacs, etc., ça l'est infranchissable en septembre. Mais bon, il y a quand même largement le temps de monter les étapes, de passer les étapes. Et puis il faut pas oublier, je vous dis, ces périodes d'alternance qui sont assez bien aménagées généralement au lycée. Ces périodes on est en cours et puis à la fin de l'année on relâche un tout petit peu et on est dans une autre logique. Et ça, c'est des périodes super importantes. Merci beaucoup Jean-Philippe pour tous ces conseils, c'est votre avis. Et puis à ce moment-là, ne raccrochez pas parce que vous avez proposé peut-être d'entrer en relation avec Marie. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez hors antenne nous laisser vos coordonnées et on les transmettra à Marie. Merci. Avec grand plaisir. Ça peut l'aider, ce serait une super chose, parce qu'il faut qu'elle ait son paquet, il n'y a pas de raison. Oui, bien sûr, on va la soutenir vraiment moralement,
la grande famille de la nuit, là, voilà, l'entourer affectueusement pour qu'elle ait ce bac. Allez. Et un peu de méthode et un peu de soutien, voilà, un peu de méthode, beaucoup de méthode et beaucoup de soutien derrière, et elle devrait l'avoir. Merci beaucoup. Le psychologique, c'est 50% de la réussite. Ah oui, il faut qu'elle y croie, il faut qu'elle croie en elle avant tout. Bien sûr. Merci beaucoup Jean-Philippe, ne raccrochez pas. Au revoir. Au revoir. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Marie nous a appelé également. C'est dommage, Marie, d'ailleurs, que vous n'ayez pas souhaité vous exprimer à l'antenne, parce que Marie nous dit: j'ai 74 ans, j'ai été avocate durant 45 ans et je n'ai pourtant passé mon bac qu'à 22 ans après avoir échoué 3 fois, mais j'avais la volonté de réussir en tant qu'avocat. Donc, j'ai réussi. Si Marie est motivée pour sa profession, elle doit persister et surtout n'écouter personne. Marie ajoute, j'ai été soutenue par mon père. Ma mère a tout fait pour que j'arrête les études. Le bac est une barrière, mais aussi un enfer dans la vie de jeune, au point que j'ai rêvé pendant 20 ans, alors que j'étais avocate, que j'avais échoué à mon bac, alors que je l'avais eu par erreur, et que je l'avais eu par erreur, et que je devais tout recommencer. Ouais, ça a été vraiment, ça a été dur, ma pauvre, pour vous, mais en même temps, voilà, vous dites bien, vous délivrez ce message que quand il y a une réelle motivation derrière, on peut y arriver. Donc bon, je ne sais pas si Marie est toujours debout. On lui avait dit qu'il fallait qu'elle ne grignote pas trop sur ses heures de sommeil, mais peut-être que elle pourra réécouter cette émission en podcast. Sinon, allez, on va accueillir maintenant Catherine. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi je suis aussi une maman qui a des grandes filles, hein. J'ai 49 ans, j'ai une fille de 18 ans, une qui va avoir 23 ans cette semaine. Et je voulais dire à Marie d'abord qu'il fallait qu'elle soit bien consciente qu'elle faisait quelque chose de très difficile et de très courageux. Parce que continuer, reprendre après un BEP pour passer son bac, c'est extrêmement courageux. Et il fallait surtout pas qu'elle se compare à son frère et à sa sœur qui, je pense, ont eu une scolarité plus linéaire et sans grande difficulté, enfin déjà beaucoup plus facile au niveau du parcours. Donc ce qu'elle fait, elle, est extrêmement plus difficile. Et rien que ça prouve qu'elle a une grande volonté, un courage et sûrement des capacités qu'elle imagine même pas. Alors ça, c'était une chose. La deuxième chose, c'est que je suis on ne peut plus d'accord avec l'auditeur, enfin la personne qui est intervenue. L'aspect psychologique, je pense que c'est même plus de 50% de la réussite. Et peut-être que d'abord, des fois, les enfants pensent que les parents ne comprennent pas, ou comprennent mal. Bon, alors si jamais elle a éventuellement quelqu'un d'autre qui peut la soutenir, je sais pas, un oncle, une tante ou un grand cousin, une grande cousine, quelqu'un de plus âgé, qui pourrait, à laquelle elle pourrait se confier, et qui fasse, c'est pas fort, enfin, si c'est le papa ou la maman, c'est très bien. Et d'abord, je pense pas qu'elle ait peur de leur en parler. Elle se fait sûrement des idées sur ce que ses parents pensent d'elle. Et puis, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être, c'est pas forcé que ce soit le parent direct. Il faudrait que ce soit quelqu'un de plus âgé qui puisse la conseiller, la soutenir. Il faut vraiment qu'elle soit soutenue et surtout qu'elle soit bien persuadée qu'elle a choisi un chemin difficile et qu'elle est très très méritante de le faire. Vous avez raison. Voilà. Vous avez raison de présenter plutôt les choses sous cet angle-là, plutôt que sous l'autre aspect où ce sont les premières paroles de Marie, de dire oui, je sais, j'ai 22 ans et je ne suis qu'en terminale. Voilà, ce qui est très révélateur, évidemment, voilà. C'est-à-dire déjà de son autodépréciation. Voilà, ça fait presque sourire, mais c'est un peu triste quand elle dit j'ai redoublé le CE1. Oh là, on est bien loin du CE1. Et elle a oui, mais vous avez raison, c'est très juste. Importance. Enfin, bon, c'est vrai. On est très loin de là, et elle a au contraire fait preuve d'un grand courage. Elle dit probablement il y a eu une erreur d'orientation, et elle a repris. Et c'est très difficile quand justement on n'est plus tout à fait sur la même longueur d'onde que ses camarades de classe. C'est encore plus dur, et il faut absolument chercher du soutien chez enfin, elle est adulte, elle, pratiquement, mais chez des plus vieux qui pourront la soutenir justement, pour lui dire mais nous aussi on a eu des difficultés, et puis surtout on te comprend et on admire ton courage.
Et elle a fait preuve d'une grande sincérité d'ailleurs en nous disant tout ça. Parce que de repartir, enfin, je veux dire, elle aurait pu tout à fait ne pas revenir sur le CE1, parce que vous avez raison de dire, après tout, le CE1, bon. Non, elle est repartie de là, on a l'impression que elle va le traîner, enfin, elle le traîne comme un poids, et on voit bien d'ailleurs comme l'école, enfin, elle le perçoit, il y a un environnement hostile, même les professeurs presque lui sont hostiles. C'est un lieu, c'est un endroit où elle se sent mal. Oui, parce que finalement, elle voit autour d'elle aucun adulte qui la complimente. On a besoin de beaucoup de compliments, de soutien de ses parents pour progresser, de ses parents ou de ses pères ou de ses. Mais pour progresser, on a besoin que quelqu'un vous dise c'est bien et te décourage pas et tout. Et je pense qu'en plus, elle se fait probablement une fausse idée que ses parents pensent que elle travaille pour elle, c'est à elle de voir, etc. Non, je pense que ses parents sont sûrement conscients que c'est pas facile pour elle, et elle doit aussi leur faire confiance à eux, peut-être un petit peu plus. Et c'est ce que disait aussi Héloïse, le professeur, qu'il serait important qu'elle ait un professeur comme ça de référent, pas forcément le professeur principal, mais un professeur avec qui elle a de plus grandes affinités, auprès de qui elle pourrait un peu se confier, qui pourrait être un soutien vraiment pour elle. Voire même un professeur de langue, puisqu'elle a dit qu'elle était bonne en anglais, elle était bonne en philo, et bien elle peut se confier à ce professeur en disant voilà, j'ai des difficultés dans telle et telle matière, et elle pourra avoir des conseils de ce professeur. C'est pas du tout obligé que ça soit effectivement le professeur de la matière qui a le plus gros coefficient au bac. C'est juste une grande personne qui va la soutenir. Oui, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup pour vos conseils et votre soutien, très très encourageant, très réconfortant, Catherine. Merci. Merci. Au revoir. Des messages encore qui arrivent à propos de la difficulté à se concentrer pendant les révisions. Othello nous dit: pour ma part, je révise chez moi par tranche de 2 heures, 3 fois par jour dans les périodes de révision. Je prends en plus de quoi boire et grignoter, et surtout je coupe l'ordinateur et la télé et je reste dans ma chambre pour me détendre. Je fais du sport. Il est important de lâcher tout ce qui est smartphone, ordinateur et télé, bien sûr, la radio est permise, et Europe 1, bien entendu, nous dit Othello. Ça, c'est important parce que maintenant, c'est vrai que les jeunes, on voit, ils font leur... Ils travaillent, ils bossent avec tout est allumé autour d'eux. L'ordi, évidemment, mais le téléphone, enfin, ils sont branchés sur tout. Je vois pas comment ils peuvent se concentrer, mais paraît-il, c'est la nouvelle génération et ils travaillent comme ça. Et puis, on peut... Il y a le suricate qui dit: pourtant pas très studieux, j'ai eu le bac et le BTS du premier coup. À l'oral, il suffit d'apprendre la première phrase par cœur et le reste suivra. Bah, vous avez une super bonne mémoire, le suricate. C'est pas donné à tout le monde. Un petit message d'Ina qui, elle, revenait sur le témoignage de Lisa qui se désespérait un petit peu à 26 ans de ne pas encore avoir eu de relations sérieuses. Elle dit: j'ai eu le même parcours, mais j'ai un enfant, même âge, même peur, les mêmes pensées. Exactement. Je pense que moi, je dois travailler encore sur moi-même. La solitude est à l'intérieur de nous. Dès que je me sentirai mieux avec moi-même, je trouverai quelqu'un, dit Ina. Et puis Lila dit: vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne qui vous fera tout oublier et vous redonnera confiance en vous. Alors patience, Lisa, et bon courage. On démarre. Non, on démarre pas. C'est parce que je vois un petit message là qui me demande: est-ce que pour être psychologue il faut le bac, ou c'est comme pour les voyantes, un jour on pose sa plaque et on démarre? À votre avis, mon cher Olivier, c'est réglementé maintenant, la profession de psychothérapeute, donc on ne peut plus poser sa plaque comme ça. Avant, malheureusement, on pouvait le faire. Aujourd'hui, heureusement, c'est réglementé. Voilà, on va accueillir maintenant Carole. Bonsoir Carole. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai 47 ans, j'ai un fils de 18 ans, Florent, qui est en première année de médecine. Et il rencontre les mêmes difficultés que Marie, un problème de concentration énorme et également des problèmes de sommeil, parce que son sommeil est totalement décalé. Il travaille jusqu'à 1 heure, 2 heures, parfois 3 heures du matin.
Et il lui est bien difficile ensuite de suivre les cours à la fac et de se concentrer. Alors, on est passé un petit peu par tous les stades, nous aussi, les encouragements, on relativise, on le complimente sur tous les efforts qu'il fait et surtout sur le parcours qu'il a suivi. Il a eu un bac S un petit peu à l'arraché, il a eu de gros soucis de santé, plusieurs opérations, une année très difficile pour lui. Il a eu des soucis de santé pendant cette année de terminale. Oui, exactement. Il a eu une opération du genou, il a eu une appendicite, il a eu... Voilà. Il en a d'autant plus de mérite. Voilà, c'est ce qu'on lui dit. Mais ça ne semble pas le rassurer. Et donc, je me demande bien ce que je peux faire, parce que la motivation chez lui est là. Il est très motivé, il se dit passionné par les cours qu'il suit. Mais son souci, c'est que il prend du retard. Il a donc quand même un parrain qui l'aide. En parallèle, d'ailleurs, de la fac, il suit des cours en école privée pour un petit peu le guider et l'aider. Et malgré tout cela, il semble perdre un peu courage et effectivement, ses notes ne sont pas bonnes. Alors, ma question est de comprendre déjà de quoi ça peut provenir. Donc, le manque de confiance en soi, certainement, bien qu'il ne nous le montre pas. Et je me demande bien ce que je peux faire pour l'aider. La première année de médecine est extrêmement dure. C'est bon. Alors quand vous dites qu'il a des difficultés de concentration, des problèmes, attendez, il faut quand même relativiser. J'ai envie de dire, parce qu'il a 18 ans. Oui. Il est en première année de médecine. Oui. Compte tenu l'année de terminale qu'il a eue, où il a eu à subir plusieurs interventions chirurgicales, il a quand même eu son bac S, passé le concours, qui est extrêmement difficile, et il est là en première année de médecine, qui est une année extrêmement difficile, où c'est vrai que beaucoup d'étudiants en médecine, pour le coup, passent des nuits d'insomnie. Oui. Ah oui, surtout la première année, il faut le savoir. D'accord. Boss ne comptent pas leurs heures, Voilà, parce que il y a une masse phénoménale à ingurgiter, de choses à ingurgiter, de données à ingurgiter. Enfin, c'est vraiment c'est que des QCM, c'est vraiment mais oui, mais on leur demande c'est vraiment c'est phénoménal la charge de travail. Donc votre fils n'est pas le seul dans ce cas. C'est vrai que c'est un rythme de travail terrible. De toute façon, les années de médecine sont très lourdes en termes de rythme de travail, mais particulièrement il a déjà passé le concours, il a obtenu, mais c'est la première année parce qu'il y a une sélection qui est extrêmement dure. Donc comment vous pouvez l'aider, c'est en l'entourant comme vous le faites et en le soutenant et en lui disant qu'il faut par moment quand même qu'il sache un petit peu s'aérer un peu la tête, c'est-à-dire qu'il ait des moments quand même, je ne sais pas, est-ce qu'il pratique une activité sportive, Alors non, il n'en a pas le temps, dit-il. La seule, il va en vélo à la fac quand même. Bon, ça c'est une bonne chose déjà. Le vélo. Voilà. Je lui conseillais d'aller à la piscine, mais il se sent tellement débordé, je pense, que plus il se sent débordé, plus il essaie de s'accrocher, et plus il se sent découragé du fait d'avoir des résultats pitoyables. Mais il a vraiment des résultats pitoyables ?
Moi, je sais pas ce qu'on appelle pitoyable, mais bon, il a des résultats. Il peut avoir 2 sur 20, 1 sur 20, voilà, sur ses QCM, sur ses ou des 5 ou des 6, voilà. Donc, c'est vrai que ça, par rapport à la façon de noter en terminale, c'est très très différent. Ce que j'aimerais qu'il puisse savoir précisément, c'est où il se situe par rapport aux autres, quoi. Et l'école privée dans laquelle il est lui permet de faire un petit peu le point. Donc, d'après lui, il est en milieu de peloton, quoi. Mais, d'accord. C'est bien déjà. C'est très bien d'être en milieu de peloton. C'est ce que je lui dis. Et puis, ce qu'il me répond, c'est mais non, mais je suis nulle, je n'y arrive pas, j'arrive pas à apprendre. Mais est-ce qu'il a toujours été comme ça ? Est-ce qu'il voulait toujours être toujours dans les meilleurs, en tête Alors non. Il était plutôt du style. Alors petit, oui. Parce qu'il était sur certains côtés très en avance. On avait fait d'ailleurs un bilan de QI qui avait donc dans une comment dirais-je, je me souviens plus, c'était une maison spécialisée avec des psychologues qui au départ d'ailleurs nous avaient bien dit qu'il fallait se méfier des tests et que ils ne nous donneraient pas les résultats à la suite des tests. Et finalement, ils nous ont donné les résultats en nous disant que il y avait quelque chose. Il avait un QI estimé à 120, donc pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais qu'effectivement, il y avait une petite précocité. Et donc, ça s'est passé en primaire plus ou moins bien parce qu'il intervenait beaucoup, il parlait beaucoup, donc ça agaçait certains instituteurs. Mais il a suivi un cursus normal, il n'a pas sauté de classe. Et arrivé au collège, là, il a plutôt cherché à cacher, à pas trop montrer qu'il avait des facilités. Du coup, il n'a pas non plus appris à apprendre. Voilà, alors ça c'est important. Et c'est là où peut-être il est certainement un peu dépassé, parce que comme les enfants précoces, ils ont des facilités, donc ils n'apprennent pas à apprendre, comme vous dites, à avoir une méthode, à structurer leurs pensées. Or là, il est obligé de s'organiser, de planifier, d'avoir vraiment une organisation dans son travail. C'est peut-être là où il aurait besoin d'une aide. Le problème, c'est que dans ces années-là, il y a une compétition très rude entre eux. Ah ben oui, bien sûr, puisque la sélection est rude. Donc alors il peut peut-être quand même avec quelques amis, la compétition est rude, mais il peut quand même avoir quelques amis et travailler en groupe. Ça se fait quand même malgré tout. Oui, je sais qu'il de temps en temps, ça lui arrive. C'est ça, pour réviser entre eux, c'est-à-dire par rapport à ses QCM et autres. On révise mieux comme ça à plusieurs. Par rapport à apprendre à s'organiser, à se trouver une méthode de travail aussi, parce que c'est peut-être ce qui lui fait défaut. Voyez, là où justement il fonctionnait trop sur son potentiel qui était élevé. Or là, face à cette masse de travail, c'est normal qu'il soit submergé. Tout le monde le saurait. Voyez, donc c'est peut-être là-dessus aussi qu'il faudrait lui dire qu'il a beaucoup de potentiel, que jusque-là, il n'avait pas finalement tellement à travailler, puisque il a des capacités intellectuelles. Donc quand il dit qu'il est nul, le rassurer, dire que bien sûr que non, que ce à quoi il doit faire face, c'est au contraire à acquérir une certaine méthode. Comment s'organiser face à une charge de travail qui est très élevée et qu'il a besoin aussi, c'est ce qu'oublient les étudiants en médecine, de se reposer. Ah oui, alors ça. C'est-à-dire de temps en temps d'avoir des temps un peu de repos pour mieux travailler.
Parce qu'un cerveau qui est toujours comme ça en activité, à un moment, il ne peut plus apprendre. Oui. Donc, il faut qu'il s'accorde un petit peu des sas de décompression. D'accord. Oui, parce que même quand il rentre à la maison le week-end, on le voit pas, quoi. Il rentre de temps toutes les 3 semaines. En plus, il n'est pas loin de chez nous, mais il n'empêche qu'il travaille tellement qu'on le voit une fois toutes les 3 semaines et que quand il vient, il est dans sa chambre en permanence, quoi. Oui, donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il retrouve aussi, c'est dans un rythme de vie. Et là, vous pouvez l'aider en tant que parent à avoir un meilleur rythme de vie. Parce qu'il serait seul, c'est le problème. Il a cette chance finalement d'être chez vous. Vous voyez, il serait seul chez lui. On voit parfois des étudiants qui se nourrissent extrêmement mal. Ah oui, mais il est tout seul dans un studio. Il est à quelques kilomètres quand même. Hein. Ah oui. Effectivement. Et la nourriture, justement, c'est un... Oui, on lui dit la même chose que je ne sais plus comment s'appelait le monsieur tout à l'heure qui avait fait de hautes études. Et c'est Jean-Philippe. Jean-Philippe, voilà. On lui dit, hein, c'est comme un sportif de haut niveau, quoi. Mais oui, un sportif de haut niveau, il se nourrit bien. Il ne donne pas n'importe quoi à manger à son corps. Mais c'est vrai que là aussi, un étudiant pense que il n'a pas le temps. Il n'a même plus le temps de se nourrir. Hein, il faut faire fonctionner que son esprit. Mais on n'est pas qu'un pur esprit. On ne peut pas négliger son corps. Ouais. Donc son corps, c'est aussi lui permettre de dormir, lui donner bien à manger et l'aérer un peu. Et lui faire un peu de sport. Donc tout ça, les étudiants l'oublient. Vous voyez, je reçois un mail d'Othello qui dit « J'ai rencontré les mêmes problèmes de sommeil que votre fils. Après qu'un médecin m'ait prescrit des anxiolytiques sans succès probant, un autre médecin m'a dit de les arrêter, de me mettre au sport, de changer mon alimentation. Le succès a été immédiat. Il faut absolument trouver le temps. Ce n'est absolument pas du temps perdu. C'est vrai qu'à partir de la fac, on ne fait plus de sport, mais c'est essentiel pour un équilibre tant physique que psychologique. » Il y a Prune aussi qui dit « Il doit lever le pied et peut-être accepter d'échouer cette année. » Oui. Il y a Lison aussi qui dit rentabiliser ses nuits, c'est le lot de nombreux étudiants, quelle que soit la filière. En tout cas, il est important de vous dire que il faut lui dire aussi que c'est pas grave si vous, ce qui compte, vous voyez, parce que Cathy dit est-ce qu'il a pas peur de vous décevoir? Donc, lui dire que ce qui est important pour vous, c'est... il faut pas qu'il réussisse non plus à tout prix. Bien sûr que vous êtes là pour l'encourager, le soutenir et que vous croyez en lui. Et, voilà. Mais qu'il prenne soin de lui. Voilà, qu'il fasse pas n'importe quoi. C'est ce que je lui dis. Je lui dis, il faut que tu t'aimes, il faut que tu prennes soin de toi. Qu'il prenne soin de sa santé et que donc il est important il y a des moments de coups de chauffe, de coups de feu, où effectivement il aura des nuits plus courtes, mais il peut pas être continuellement sur chauffe, parce que son organisme va s'épuiser. C'est un futur médecin, donc il faut qu'il entende ce discours-là. Oui, hein, vous pouvez vous adresser au futur médecin qu'il va être. Hein, donc il aura un jour des patients, il peut pas comme ça mettre son organisme en surchauffe en permanence. Oui, d'ailleurs il est allé voir un médecin qui très intelligemment a refusé de lui donner des anxiolytiques. Ah oui, mais ça il a très bien fait. Tout à fait. Non, il a très bien fait, parce qu'à ce moment-là, on donne plutôt à des étudiants qui ont parfois peur dans des examens, dans des oraux, qui peuvent être submergés, peur de pas réussir. On donne plutôt des médicaments qui sont peu prescrits et qui pourtant ont beaucoup moins d'effets secondaires que les anxiolytiques, où il y a quand même des effets secondaires, sans parler des antidépresseurs et autres, des bêta-bloquants, qui ralentissent un peu le cœur, qui évitent le côté trac. Beaucoup de comédiens connaissent ça, les côtés bêta-bloquants. Ça a beaucoup moins d'effets secondaires. Par exemple, des étudiants qui ont un peu peur quand ils ont un oral à passer. Oui. Mais des anxiolytiques, c'est sûr qu'il vaut mieux éviter. Hein. Oui, donc, il vaut mieux une bonne hygiène de vie. Voilà. Tout à fait. Écoutez, donc voilà, c'est là où vous pouvez un peu l'aider pour le moment. Merci beaucoup, Caroline. Mais je vous en prie. Et puis, bonne continuation. Merci. Et merci à toute votre équipe. Bon courage. Au revoir. Merci, au revoir. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Caroline. Alors, vous vous êtes retrouvée, vous aussi, dans un peu le parcours de Marie, hein? Un petit peu, oui. C'est vrai que j'ai pas fait le rapprochement tout de suite quand j'ai écouté son parcours. Et puis après, je me suis dit, mais finalement, c'est vrai que c'est un peu ce qui m'est arrivé. Puisque, enfin, maintenant, j'ai 45 ans, mais quand j'étais plus jeune, donc
lorsque j'étais en 5e, je devais avoir, je sais plus, 12-13 ans. Ça n'allait pas du tout. J'étais un vrai cancre. J'avais vraiment pas le niveau. Oui. J'ai redoublé ma 5e et puis donc toujours pas de niveau. Et puis on m'avait orienté vers un CAP, donc d'électromécanique. Donc c'était pas mon choix, mais bon, c'était ce que je pouvais faire de mieux. Oui. Et puis donc j'ai fait 2 ans de CAP dans un lycée technique. Et puis ça s'était pas bien passé non plus. J'avais pas le niveau. Et donc pour moi c'était à chaque fois donc un constat d'échec et j'étais capable de rien. Et donc j'ai eu la chance d'avoir une sœur, j'ai toujours une sœur donc qui était très brillante, qui avait fait des hautes études, maths sup, maths spé, polytechnique, et qui me disait mais je comprends pas que t'es intelligente, t'as vraiment les capacités de réussir et tu as envie de rien faire. Et elle m'a dit si tu veux on fait un challenge, je te prends avec moi pendant les vacances, je te fais travailler et puis on voit ce que ça donne. Et donc j'ai joué le jeu, j'ai travaillé un peu avec elle. Et puis donc pendant 1 mois simplement, donc je sortais donc d'un CAP, j'étais déjà largué par rapport aux études du collège. Et puis donc elle m'a mis directement dans une école privée en 3e. Et donc les professeurs pensaient que c'était un peu présomptueux, que je n'y arriverais sûrement pas. Et puis finalement de la 3e jusqu'à terminale C, j'ai été vraiment les doigts dans le nez. J'avais des 19 et des 20 partout. Ça a été vraiment une révélation sans pour autant faire vraiment d'efforts. Et en fait, l'analyse que j'ai fait moi, c'est qu'elle m'a donné un petit peu d'avance. Elle m'a expliqué un peu le programme de 3e alors que j'avais pas fait de 4e. Elle m'a expliqué un peu, elle m'a donné des bases. Elle m'a fait comprendre des choses de manière assez ludique et plutôt que de le faire d'une manière scolaire, elle l'a fait. Oui. Et de manière scolaire et de manière, on va dire, assez intelligente pour que je comprenne la finalité des choses. Et donc, je suis pas arrivé avec une énorme avance. C'est-à-dire que je suis arrivé avec un peu de compréhension, un peu de connaissances avant de démarrer l'année. Et finalement, le fait d'avoir cette avance au départ, ça m'a permis d'abord de m'y tenir, de m'y attacher, et surtout de savoir que je pouvais comprendre des choses, de ne pas être largué. Et ça, je crois que c'est peut-être un peu son problème à elle, à Marie, c'est de se décourager très vite lorsqu'elle se sent dépassée par quelque chose. Alors qu'il suffit vraiment de rattraper le train et de se dire, voilà, ça maintenant je connais, je maîtrise un petit peu. Et finalement, on arrive à se tenir à ça et aller de l'avant et vraiment de se surpasser, parce que je pense que c'est vraiment à la portée de n'importe qui, surtout à ce niveau-là, lorsqu'on est encore au niveau du bac, on peut vraiment rattraper ces choses-là et vraiment après aller sans aucun problème vers le bac et le passer sans aucun problème. Donc moi je pense que de son côté, si elle se donnait la peine peut-être de dire vers quoi j'ai du mal, comment je peux faire pour essayer d'apprendre, essayer de comprendre d'une autre manière que simplement par rapport à mes cours, par rapport à ce que je dois faire, essayer de comprendre ces choses-là, je pense qu'elle aura vraiment les moyens de se redonner confiance et d'aller jusqu'au bout. Et même si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, mais je pense que c'est vraiment un bon moyen. Et moi je me dis toujours que je pensais jamais le faire. Et donc j'ai eu mon bac, je pense, à 21 ans, puisque j'avais redoublé une fois, j'ai passé 2 ans de CAP. Oui. Et ça ne m'a pas posé de problème plus que ça. Et puis après, voilà, j'avais les portes ouvertes à n'importe quelle école d'ingénieur ou autre. Bon, j'ai fait autre chose, mais voilà, c'est vrai qu'avec mais votre témoignage est formidable parce que ça montre aussi, vous dites bien sûr, votre sœur, elle vous a montré de façon ludique un peu les bases aussi d'un enseignement, mais surtout, elle a cru en vous. C'est-à-dire, à un moment, elle s'est intéressée à vous, elle vous a regardé différemment, elle vous a dit qu'est-ce qui se passe, et elle s'est dit c'est possible. Oui, elle vous a dit tu peux y arriver. Oui, et ça, je crois qu'un enfant a terriblement besoin qu'on croit en lui, que quelqu'un croit en lui, parce que il y a des enfants que l'on dit bêtes, que l'on croit bêtes, parce que en fait ils sont enfermés dans cette image que l'on a d'eux-mêmes, malheureusement. Ils se conforment aussi à une image, vous voyez, qu'on leur envoie d'eux-mêmes, que peuvent leur envoyer un enseignant ou que des parents peuvent leur envoyer d'eux-mêmes. Moi, c'est vrai que mes professeurs ne m'ont jamais vraiment donné ni vraiment l'envie, ni n'ont reflété chez moi, on va dire, cette capacité de pouvoir aller au bout.
Donc on me reprochait simplement à chaque fois de ne rien faire et d'être incapable de quoi que ce soit. Et c'est vrai que quand ma sœur m'a mis vraiment sur ce tremplin-là, ça a été l'élément déclencheur. Mais ensuite, c'était presque devenu un challenge, non pas vis-à-vis d'elle, parce qu'elle croyait en moi, mais c'était vraiment devenu un challenge pour dire à tout le monde voilà de quoi je suis capable. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu pour ça, une fois que j'ai eu mon bac C, que je me suis dit, ça a été en fait 4 ans depuis la 3e jusqu'au bac, où ça a été très facile en même temps, mais ça a été un tel challenge qu'à la fin, j'ai dit, ouf, j'ai plus rien à prouver ni à moi, ni à personne. Donc moi, j'ai pris d'autres chemins. Et voilà. Mais merci beaucoup pour ce témoignage très fort. Merci Patrick. Merci beaucoup. Au revoir. Petit mail de Laure qui réagit au témoignage de Carole et de son fils qui dit: bonjour, je suis médecin, je compatis aux difficultés de cet étudiant en médecine. Le concours de première année est très dur, on travaille très dur à l'aveugle, il faut savoir bosser sans se poser de questions. Ce concours sert avant tout à sélectionner des bosseurs acharnés qui avancent comme des bulldozers dénués d'état d'âme. Les concours de médecine se gagnent souvent au moral, à l'endurance physique. Par ailleurs, le travail améliore les capacités cognitives et la mémorisation au cours du sommeil. Il faut beaucoup de méthodes de travail, alors bon courage à lui, dit Laure. Très belle nuit à vous, allez dormir bien, récupérer.